puis la rationalité, c'est la recherche des causes aussi. Pourquoi terroriser une population? Alors, non. Le projet de loi Yadran ne va pas interdire de critiquer le gouvernement israélien. Dans ce monde inondé de fake news, la première chose à faire est de se renseigner à la source, surtout lorsque là, elle a l'air un peu grosse, la fake news quand même. Et là, on apprend que cette loi consisterait à sanctionner les incitations à commettre un acte de terrorisme, ce qui paraît tout de suite plus crédible. Plus précisément, jusqu'ici n'étaient sanctionnées que les incitations directes, explicites. Cette loi ajouterait l'interdiction d'incitations indirectes. Mais aussi serait également sanctionnée la présentation d'un acte de terrorisme comme une légitime résistance. La suggestion d'un jugement favorable sur un acte de terrorisme ou son auteur, la banalisation ou minoration des actes de terrorisme, la banalisation ou minoration de la Shoah et autres crimes contre l'humanité reconnus comme tels par une juridiction compétente, et enfin l'incitation à la destruction ou négation d'un État. Et pour être tout à fait complet, il se trouve également quelques points techniques visant à faciliter les inculpations, qui sont assez cohérents et donc sur lesquels je ne m'étendrai pas. Ce projet de loi étant maintenant connu, faut-il l'approuver ou s'y opposer? Ma position sur le sujet est plutôt mitigée et même globalement négative, la plupart des points que je viens d'énumérer méritant, selon moi, d'être supprimés ou amendés. Ou, pour être plus positif, disons que je vais proposer une simplification acceptable de cette loi, afin de la sauver en quelque sorte, puisqu'elle répond tout de même à un réel problème. Le point qui me semble le plus contestable est celui concernant l'incitation à la destruction ou négation d'un État, car cela n'incite pas forcément à la violence. Par exemple, un pacifiste conséquent pourrait prôner l'unification des États existants et donc leur disparition de fait en tant qu'État indépendant, ou un anarchiste l'abolition de tous les États en tant que structure hiérarchique, et ce bien sûr sans violence. Mais surtout, ce sont souvent pour des concepts abstraits, comme celui d'État, que des humains s'entretuent concrètement là. C'est ballot. Certes, le terme destruction ou même négation semble suggérer une certaine violence, mais cela reste trop subjectif. Il semble que cet article de loi vise l'antisionisme qui est en toute rigueur l'opposition à l'État israélien que certains perçoivent comme une forme d'antisémitisme. Sauf que non, l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une confusion au sein de l'antisionisme entre ceux qui s'opposent au sionisme, qui estimeraient par exemple qu'il suffirait de favoriser l'intégration des Juifs là où ils se trouvent, et ceux qui s'opposent aux sionistes, et plus précisément développent une haine souvent obsessionnelle à l'encontre de ceux qu'ils dénomment ainsi. C'est le même problème que celui que j'avais dénoncé avec l'islamophobie, en invitant à faire la distinction entre rejet de l'islam et rejet des musulmans. Et donc là, ma proposition est toute simple. Élargir le délit d'incitation à la haine de façon à ce qu'il réprime toute forme de haine envers des personnes. Et non pas seulement, comme c'est le cas actuellement, à l'encontre des seuls groupes ethniques, religieux, nationaux, ou liés à la sexualité ou l'état de santé. Ces restrictions n'ont pas lieu d'être. Rien ne justifie la haine. Un autre point problématique dans ce projet de loi est la minoration des crimes contre l'humanité. C'est en fait une extension de la fameuse loi Guesso. Et là, j'étais déjà en désaccord avec cette loi pour une raison fondamentale. Ce n'est pas à une loi de déterminer la vérité, mais à la démarche scientifique, laquelle comprend le libre examen de toutes les hypothèses. De plus, ce genre de restriction ne fait que renforcer le sentiment de persécution sur lequel s'appuient souvent les tenants de ce genre de théorie. Je ne rejette pas cependant l'idée de faire quelque chose, là encore, en proposant par exemple de faire en sorte que cette contestation soit restreinte à un cadre académique où il y aurait en quelque sorte un droit de réponse suffisant. Pour ce qui est de la banalisation de ces crimes, c'est un peu différent, car cela ne porte pas sur l'établissement d'une vérité, mais sur l'acceptabilité de celle-ci. Donc là, ok, mais à ceci près que le moment où commence la banalisation est un peu flou, un peu indéterminé, et un tel manque de précision peut conduire à une restriction excessive de la liberté d'expression. Pour ce qui est de l'accusation abusive de génocide pouvant en effet banaliser le concept, ne suffirait-il pas d'invoquer la diffamation? Enfin, la production d'un jugement favorable sur une personne
n'est pas forcément lié à tout ce que cette personne a fait. Si on peut porter un jugement favorable sur l'abbé Pierre pour son action d'aide aux sans-abri, sans pour autant cautionner tout le reste. Les autres points, par contre, me semblent acceptables, en particulier celui concernant la présentation d'un acte de terrorisme comme une légitime résistance, car en effet, rien, selon moi, ne peut justifier le fait de tuer délibérément des innocents. Ainsi, si l'assassinat de soldats d'une armée d'occupation en train d'opprimer un peuple peut à la limite se justifier comme acte de résistance, ce ne saurait être le cas d'un meurtre de civils. Et à la condition qu'il y ait vraiment oppression. Par exemple, sous l'occupation, lors de la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands entraient dans les jardins privés pour se servir, et il n'était évidemment pas possible aux jardiniers concernés, par ailleurs en lutte pour leur survie, de se plaindre. Je ne suis pas sûr que l'armée israélienne se comporte ainsi en Cisjordanie. Bon, peut-être, je sais pas. Les résistants français ne sont jamais allés, à ma connaissance, trucider des familles allemandes. Ils étaient donc bien des résistants et non pas des terroristes. Le but d'un terroriste est de terroriser une population. Les mots doivent avoir un sens précis pour ne pas être réduits à de simples instruments de manipulation. Ainsi, c'était l'armée du Troisième Reich, réprimant les actes de résistance en tuant des citoyens innocents tirés au sort, qui pouvaient être qualifiés de terroristes. L'armée israélienne, quant à elle, tend généralement à viser les responsables d'opérations terroristes, certes en faisant parfois des dégâts collatéraux, dont on sait qu'ils ne sont pas toujours évitables dans le monde réel, malheureusement. Ainsi, l'affirmation suivante: tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir, est acceptable, à la condition, toutefois, que l'oppression soit bien réelle et que la résistance ne soit pas en réalité du terrorisme. En somme, une réponse à une injustice doit être proportionnée. Mais supposons maintenant que dans une publication, elle soit attribuée à un militant qui a tué une dizaine d'innocents lors d'un attentat, donc un terroriste, et qu'elle s'accompagne d'une présentation de cet attentat terroriste, donc, comme une simple opération contre l'occupation. Clairement, cette publication tomberait sous le coup de la loi Yadan, mais sans doute aussi de la loi actuelle contre l'apologie et même l'incitation au terrorisme. Car il n'y a pas question seulement de droit, mais de devoir, de tuer des innocents. On aura la réponse à cette question à l'issue d'un certain procès programmé au 7 juillet prochain. Le meurtre d'innocents. Une réalité bien concrète, causée ici par des concepts plus abstraits, et vagues, comme l'oppression, la notion de peuple aussi. Et on peut même faire le parallèle avec le devoir patriotique, concept abstrait au service de guerres bien concrètes, elles. Et donc, si je récuse la plupart des points de cette proposition, j'applaudis au contraire à celui-ci. Aussi, l'idée d'étendre la sanction aux incitations indirectes de terrorisme est bien compréhensible, car du fait de la loi actuelle réprimant les incitations directes, les incitations continuent, mais indirectement, ce qui a le même effet. Alors, ce que l'on voudrait éviter toutefois est que la loi sanctionne des propos qui n'ont pas lieu de l'être, qu'elle ne réduise pas la liberté d'expression au-delà du nécessaire. Eh bien, pour ce faire, on pourrait exiger que pour échapper à l'inculpation, l'auteur du propos douteux en précise une interprétation acceptable, n'induisant pas de violence donc, comme étant bien la sienne, et ce dans un délai aussi restreint que possible après sa diffusion, disons moins d'une semaine après son signalement. Précision qui devra être publiée par les mêmes canaux de façon à atteindre les destinataires du propos initial. Sans quoi il serait trop facile de laisser les interprétations violentes faire leur effet funeste, tout en échappant ensuite à la sanction. Et bien sûr, cette interprétation acceptable devra être suffisamment crédible, compte tenu du contexte. Ainsi, ceux qui n'ont rien à se reprocher pourront s'exprimer librement sans crainte de poursuite judiciaire. Mesure que l'on peut d'ailleurs aussi généraliser aux délits voisins comme l'incitation à la haine, la diffamation, etc.
Si vous voyez des objections ou d'autres idées d'amélioration, d'ailleurs, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Cela dit, le principal problème, à mon avis, ici, est qu'avant de créer de nouvelles lois, il conviendrait peut-être de se donner les moyens de faire respecter celles qui existent déjà, car ce genre de propos répréhensibles abonde rien que sur Internet, et ce dans l'impunité la plus totale. Et pour ça, il faudrait surtout se donner un appareil judiciaire plus efficace, et je vous renvoie pour ça aux propositions que j'ai faites dans ce sens. Et rappelons également qu'il serait préférable, bien sûr, d'agir plus à la source des problèmes au niveau de l'éducation, en développant ce que j'appelle l'humanisme rationnel. Et là encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le sujet vous intéresse. La rationalité passe par le développement d'une certaine maîtrise de soi, de tendances certes spontanées mais pas forcément toujours appropriées, comme le fait de désigner hâtivement des coupables, d'embrasser hâtivement une cause, de privilégier ceux qui nous sont plus proches. Puis la rationalité, c'est la recherche des causes aussi. Pourquoi terroriser une population, sinon pour en privilégier une autre ? Pourquoi la compétition, sinon pour le pouvoir en général et la possession en particulier ? Bonne réflexion et merci pour votre éventuelle collaboration au service d'un monde meilleur.